Nous ne savions pas exactement comment nous étions arrivés là. Mon équipe de recherche sur les anomalies et moi répondions à des signalements sans lien dans la région. Quand, sans avertissement, nous nous sommes retrouvés en train de tomber, En tombant à travers le sol dans ce qui, à première vue, ressemblait à un couloir d'hôtel ou de bureau. c'était d'autant plus étrange que notre équipement n'avait relevé aucune anomalie avant l'événement. Au départ, aucune issue évidente n'existait. Mais nous avons supposé que si nous montions les uns sur les épaules des autres pour atteindre le plafond, nous pourrions peut-être repasser à travers à l'endroit par lequel nous étions initialement entrés. Mais avant d'essayer de partir, nous avons pensé que nous pourrions tenter d'étudier cet endroit. C'était clairement anormal, et il serait utile pour nous et la Fondation de recueillir un maximum d'informations. Le réseau de couloirs dans lequel nous nous trouvions semblait s'étendre à l'infini. Tout l'endroit était décoré pareillement. Papier, pont jaune, moquette, crème. Et des plafonds blancs à segments, avec des lampes fluorescentes bourdonnantes encastrées. Le bourdonnement de toutes ces lumières était accablant. L'absence totale de tout autre son aggravait sûrement le problème. La moquette étouffait même le bruit de nos pas pendant que nous explorions. Bien qu'il soit dépourvu de toute vie, L'endroit semblait clairement d'origine humaine. mais d'une façon qui ne semblait liée à aucune époque ni lieu. Les faits étaient inquiétants. C'est le moins qu'on puisse dire. Tous les membres de l'équipe de recherche, peu importe l'âge ou la nationalité, ont ressenti un malaise, comme s'ils étaient déjà venus ici. C'était comme l'équivalent, pour un lieu, d'un mannequin au visage sans traits. C'était si fade et sans particularité qu'on pouvait le comparer à tout. L'endroit où nous nous étions retrouvés n'était pas totalement inconnu du personnel de la Fondation, bien que l'anomalie ait été si insaisissable qu'elle n'avait pas été très bien documentée. On l'appelait les backrooms, une étrange labyrinthe d'environnements infinis, apparemment d'origine humaine, qui ressemble à des versions surréalistes et vides de lieux de notre monde. Nous errions actuellement dans ce qu'on considère comme le niveau 0. Les récits qui nous sont parvenus sur les backrooms débutent tous ici. La seule échappatoire étant d'avancer plus loin. Alors, nous sommes allés plus loin. Souvent, au détour d'un couloir, nous tombions sur une impasse. Sans le moindre repère, il était très facile de se perdre. Heureusement, le chercheur David a eu l'idée d'utiliser des autocollants pour marquer les endroits déjà vus. Il avait un paquet d'étiquettes normalement utilisées pour les sacs d'échantillons et il a pris le temps d'écrire « Explorer » sur plusieurs d'entre elles, Qu'il collait sur le mur chaque fois que nous prenions un tournant. C'était comme une traînée de miettes de pain, mais plus durable. Nous pouvions désormais savoir où nous étions déjà allés et où non. Cela a continué pendant ce qui semblait être des heures, mais cela aurait pu durer seulement quelques minutes. Dès que nous sommes tombés dans ce lieu étrange, nous avons vu que nos montres ne marchaient plus. C'était comme être figé dans un moment hors du temps. Je n'ai pas honte d'admettre que ce calme étrange, l'absence totale de son ou de décoration, quoi que ce soit pour rompre la monotonie de notre environnement, a commencé à me peser. Dans les rares endroits où les néons ne brillaient pas, dans les ombres projetées par les murs et les piliers en béton, je croyais voir un mouvement. Bien que cela m'ait surpris, je me suis expliqué cela comme étant le produit de la pareidolie, une tendance de l'esprit humain à créer des formes à partir de rien, lorsqu'il est privé de nouveaux stimuli. J'ai de la même manière attribué à une explication rationnelle les bruits lointains que j'entendais parfois. Du moins, jusqu'à ce que je remarque que la chercheuse Janice aussi avait tourné la tête. Quoi que ce soit qui faisait ce bruit au loin, elle l'a entendu aussi. j'ai du mal maintenant à me souvenir même du son que j'ai entendu. Ça aurait pu être des voix, mais c'était trop étouffé et lointain pour en être complètement sûr. J'ai dit à la chercheuse Janice que si ce labyrinthe avait vraiment été construit par l'homme, il y aurait peut-être des tuyaux derrière les murs, expliquant les bruits. Elle a acquiescé, mais je suis sûr que personne du groupe n'a vraiment cru à cette explication. Quelque chose, humain ou autre, avait construit cet endroit. Je pense qu'au fond, chaque membre de l'équipe pensait pareil. Je n'ai pas envie de tomber sur l'auteur de tout ça. Après des kilomètres de marche, à prendre des photos et prélever des échantillons de moquettes et de papier peint, nous sommes arrivés dans une partie du labyrinthe où les lumières se faisaient rares. Les ombres devenaient plus sombres et plus fréquentes.
Au bout de ce long couloir sombre, j'ai vu quelque chose s'illuminer et j'ai failli m'en approcher jusqu'à ce que ça bouge. Et j'ai réalisé que ce que je regardais était en fait une paire d'yeux brillants, avec un sourire lumineux en dessous. J'ai vite reculé. Je commençais à avoir fortement le sentiment qu'on devrait faire demi-tour et revenir ici plus tard avec un meilleur équipement et peut-être de quoi nous défendre. Mon pressentiment allait s'avérer juste plus tard, et ce ne serait pas la dernière fois que j'aurais affaire à la créature que d'autres voyageurs ont appelée le Smiler. David a marqué la zone comme explorée avec un autocollant, puis nous avons pris l'autre direction. Contrairement à ce que nous attendions, nous avons pu trouver tout un nouveau couloir que nous n'avions pas encore exploré. En avançant sur ce chemin, nous avons croisé d'étranges anomalies architecturales, comme un trou parfaitement carré dans le mur avec une échelle en métal qui y menait. « Tu penses qu'il y a quelqu'un ici avec nous ?» a demandé la chercheuse Janice. « C'est dur à dire », ai-je répondu. « Nous reviendrons enquêter sur ce tunnel plus tard. » David a marqué l'endroit avec un autocollant et a pris une photo pour s'y référer plus tard. Plus loin dans le couloir, j'ai découvert une ouverture dans le mur. Elle mesurait environ 5 pouces de large, trop étroite pour passer, mais assez pour regarder et bien voir la section du labyrinthe de l'autre côté. En plissant les yeux, je pouvais à peine distinguer la forme d'une des étiquettes de spécimens de David sur le mur. Mais du coin de l'œil, j'ai cru voir autre chose. Une main peut-être, mais elle a bougé trop vite pour que je puisse la distinguer. C'était trop net pour être comme les ombres mouvantes que je croyais avoir vues plus tôt pendant notre expédition. Mais je ne pouvais pas non plus être sûr que c'était réel. Peut-être que si ça avait fait du bruit en bougeant, j'aurais été plus enclin à penser que c'était réel. Le silence de cet endroit, à part le bourdonnement constant des lumières, rendait tout cela si irréel. Nous sommes finalement arrivés dans une zone plus sombre du labyrinthe. N'ayant nulle part où aller, nous avons continué. Contrairement à l'autre partie sombre trouvée, celle-ci n'était pas totalement noire. 2 néons restaient au plafond, d'une teinte plus froide que le reste du labyrinthe. Dans la lumière tamisée, le papier peint semblait passer du jaune au gris, puis à un bleu étrange. C'était vraiment un repos bienvenu pour nos yeux après des kilomètres et des kilomètres de jaune éclatant. Mal préparés pour bivouaquer, nous avions tout de même quelques rations à partager. À ce stade, tout le monde était épuisé alors. Nous avons décidé que c'était le bon moment pour faire une pause. Nous avons dormi à tour de rôle, grignotant des barres de céréales et buvant à petites gorgées nos gourdes standards pour chercheurs de terrain. « La Fondation enverra quelqu'un pour nous chercher », a dit le chercheur David, en le formulant comme une affirmation, même si je pouvais entendre dans son ton qu'il posait une question. « Que faire si nous ne retrouvons pas notre chemin ?» « Il doit bien y avoir une sortie quelque part, » je l'ai rassuré. « Au moins, tu as encore plein d'autocollants pour marquer notre chemin. » David secoua la tête et me montra le rouleau d'autocollants. Je voyais bien qu'il en resterait peu avant qu'il n'en ait plus. À un moment donné, après que je me sois assoupi, nous avons tous été réveillés par un bruit surnaturel. On aurait dit du métal raclant contre du métal, mêlé aux cris d'un animal sauvage. Nous avons sursauté et bondi pour trouver la source du bruit. Sortant de l'obscurité, une silhouette s'est approchée en titubant. C'était une forme impossible, presque comme une image en 2 dimensions qui avait pris vie. Ses membres étaient longs et noirs. C'était sûrement l'une des choses que j'avais vues bouger dans l'ombre. Sa tête ressemblait à un gribouillage, tel un dessin d'enfant d'un nuage d'orage. Mais il n'avait ni yeux ni bouche, ce qui signifiait que ce que j'avais vu dans le couloir sombre était tout autre chose. Nous avons fui la pièce, suivant le chemin de David marqué par ses autocollants, tandis que l'entité nous pourchassait. Durant tout ce temps, elle produisait ce bruit assourdissant, parfois semblable à une voix humaine très déformée. Malheureusement, nous n'avons pas tous réussi à lui échapper. La chercheuse Janice a trébuché dans sa panique et s'est retrouvée derrière le reste du groupe, permettant à l'entité de la rattraper. Je ne comprends pas entièrement ce qui lui est arrivé. Une seconde, elle était là, et la seconde d'après, elle avait disparu. J'ai appris plus tard que pendant que nous étions encore coincés dans les backrooms, son corps a été trouvé par la Fondation dans ce qu'on pourrait appeler le monde réel. Elle a été retrouvée à des kilomètres de notre point d'entrée, apparemment tombée de plusieurs dizaines de mètres, comme de nulle part.
Mais bien sûr, nous ne savions rien de tout cela à l'époque. L'équipe et moi étions choqués et horrifiés par sa disparition soudaine. Mais si un réconfort existait dans cette perte, c'était qu'après avoir pris une victime, l'entité s'en retournait dans l'obscurité d'un pas lourd, et nous avons enfin pu arrêter de fuir. Cependant, je suis aussi optimiste de nature. Donc, je peux vous dire le bon côté de la disparition, puis de la mort du chercheur Janus. J'ai une place dans mon équipe pour un chercheur lors de notre expédition. Pour augmenter vos chances, rejoignez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior pour décider de ce que j'enquêterai ensuite. En plus de profiter de contenu des coulisses et de vidéos non censurées que seuls mes mécènes peuvent voir. À ce stade, notre priorité était de partir à tout prix. Nous n'étions plus que 5 et nos provisions ne suffiraient pas longtemps. Nous sommes finalement revenus là où nous étions tombés à travers le plafond. David a voulu grimper sur mes épaules pour tenter d'atteindre l'entrée de l'anomalie des backrooms. Mais cela n'a rien donné. Ses mains n'ont trouvé que les dalles de faux plafond en plâtre. Quand ceux-ci étaient soulevés, il n'y avait rien derrière eux. Il semblait que l'entrée dans cet endroit était bel et bien à sens unique. Avec le recul, je peux vous dire comment il est possible de passer en phase ou de no-clipper dans les backrooms profondes. Je partage ces informations pour éviter que d'autres ne commettent les mêmes erreurs que moi. Mais si vous souhaitez entrer dans les backrooms profondes de votre plein gré, il n'y a vraiment rien que je puisse faire pour vous en empêcher. Je peux seulement vous conseiller d'apporter une arme avec vous lorsque vous y allez. Dans la petite communauté autour de cette anomalie, les lieux permettant de no-clipper dans les backrooms profondes sont appelés terminaux. Ce ne sont pas vraiment des terminaux, mais des lieux où la réalité diffère de la normale. Il peut s'agir de murs ou de portions de sol dont la couleur paraît anormale, ou d'objets sans ombre alors qu'il devrait en avoir. Des portes à des endroits impossibles servent aussi d'accès fréquent aux backrooms profondes. Cependant, ces terminaux peuvent être imprévisibles. Bien qu'on puisse parfois no-clipper accidentellement, le faire exprès peut nécessiter plusieurs essais. Une fois le no-clip effectué, on se retrouve généralement au niveau 0, comme nous. Mais dans de rares cas, certaines personnes ont débuté au niveau 1 ou 2. Vous vous demandez sûrement qui a créé les backrooms profondes. Est-ce l'une des entités monstrueuses croisées au niveau 0 ? C'est certainement une possibilité, mais il est impossible de le prouver. Certains explorateurs plus portés sur la religion l'ont interprété comme l'œuvre d'un Dieu créateur. Et beaucoup de gens le comparent aux descriptions bibliques du limbe ou du purgatoire. D'autres personnes y voient une preuve de la théorie selon laquelle toute notre réalité serait une simulation. Dans cette version, les backrooms servent d'espace test pour les créateurs de la simulation avant d'ajouter des éléments au programme. Mais comment passe-t-on du niveau 0 au niveau 1 et au-delà? À ce stade du voyage, l'équipe de recherche et moi allions le découvrir. Je ne sais plus quand je l'ai remarqué, mais l'environnement a subtilement changé pendant le voyage. J'avais l'impression que mes sens s'étaient émoussés, comme si j'étais sur le point de m'endormir. J'ai aussi remarqué qu'au lieu du papier peint uni, il y avait maintenant un motif couleur manille, qui semblait presque de style victorien. Cela m'a rappelé une nouvelle lue il y a longtemps. Le papier peint jaune, où le papier peint rend le personnage principal fou par son imprévisibilité. Ce motif couleur manille était d'une régularité rassurante. Voici la salle manille, souvent mentionnée par les voyageurs des backrooms et considérée comme un lieu de repos et de récupération. C'est également un passage du niveau 0 au niveau 1. Comme nous l'avons constaté quand la chercheuse Diane a tenté de prendre un échantillon du papier peint. Elle l'a touché et a traversé le mur comme s'il n'existait pas. Avant que le reste du groupe ne suive, David m'a pris à part pour m'annoncer une mauvaise nouvelle. Il n'y avait plus d'autocollant. Où que nous allions ensuite, si c'était aussi uniforme que le niveau 0, aucun moyen de marquer notre chemin. Mais comme nous l'avons vite découvert, tourner en rond allait être le moindre de nos soucis. Mais ça, ce sera une histoire pour un autre jour. Si vous avez des conseils pour survivre au prochain niveau des backrooms, dites-le moi dans les commentaires. Mon avenir pourrait bien en dépendre.